En l'an 2018, à Rome, près de San Lorenzo, s'est produit un incident choquant qui a suscité une grande consternation non seulement en Italie, mais aussi à l'étranger. L'incident, rapporté dans les actualités du monde entier, a choqué le public par ses actes graves. Au centre de cette histoire se trouve Desirée Mariatini, une jeune personnalité devenue une figure clé des événements actuels. Desirée a passé ses premières années dans une petite ville de la province de Latina, à seulement 50 km de Rome, comptant environ 37 000 habitants. Beaucoup de gens y connaissaient ses grands-parents. Son grand-père était actif dans le mouvement syndical, sa grand-mère avocate. Ils avaient toujours désapprouvé la relation de leur fille Barbara avec Gianluca, un criminel connu dans le quartier. Malgré la désapprobation de ses parents, Barbara a continué à sortir avec lui et est tombée enceinte de lui à son 15e anniversaire. 9 mois plus tard, Desirée est venue au monde. Au fil des ans, Desirée a décidé d'abandonner le nom de famille de son père pour ne pas être associée à sa mauvaise réputation. Malgré la jeunesse de sa mère et l'atmosphère familiale tendue, Desirée a grandi comme une personnalité aussi gracieuse que modeste. Depuis son plus jeune âge, elle souffrait d'une limitation physique qui lui rendait la marche difficile et lui valait les moqueries de ses camarades de classe. À 16 ans, elle avait développé un caractère inflexible et rebelle et n'était pas prête à poursuivre son éducation à l'école d'agriculture. Desirée possédait un talent artistique exceptionnel et a été récompensée pour l'une de ses œuvres. Ce succès a renforcé son désir d'étudier l'art et elle a décidé de fréquenter une école d'art à Rome. Elle a reconnu que sa petite ville natale ne pouvait pas lui offrir les possibilités de développer son talent. Contre la volonté de ses parents et même sans leur consentement, Desirée est partie pour Rome. Là, elle a trouvé de nouveaux amis et accès à diverses substances dangereuses que personne dans sa ville natale ne voulait lui vendre par peur de son père. Après un certain temps, Gianluca l'a ramenée chez elle et l'a sévèrement punie. Suite à cela, Desirée a décidé de s'adresser à la police locale et de signaler ce qui s'était passé. Peu avant les événements tragiques, Desirée avait été arrêtée pour avoir vendu des somnifères. Son comportement avait déjà suscité des inquiétudes auprès des services sociaux qui considéraient sa situation comme hors de contrôle. Les travailleurs ont fait valoir qu'il était urgent de prendre des mesures pour protéger Desirée. Pendant la procédure judiciaire pour mineurs, les services sociaux ont insisté pour placer Desirée dans un centre de réhabilitation spécialisé et ont attribué son comportement dangereux à l'instabilité de sa famille. Bien que Desirée ait été sous la garde de sa grand-mère, celle-ci n'était pas en mesure de la contrôler. Malheureusement, le tribunal n'a pas agi immédiatement, de sorte que peu après, une terrible tragédie s'est produite. Le jeudi 18 octobre 2018, Desirée s'est rendue à Rome. Son objectif était d'étudier à l'Académie des Arts. Ce même jour, la famille a eu de ses nouvelles pour la dernière fois lorsqu'elle a appelé. Dans cet appel, elle a informé qu'elle avait manqué le dernier bus et qu'elle passerait la nuit dans la capitale italienne avec son nouvel ami. Cet ami, Antonella, avait rencontré Desirée à peine quelques semaines auparavant dans l'un des quartiers problématiques de la ville. On dit qu'Antonello était impliqué avec des substances dangereuses et les avait même transmises à Desirée, bien qu'il ait lui-même admis qu'il lui avait seulement donné de l'argent pour acheter ces substances. Ce soir-là, Desirée et Antonello décident d'explorer un bâtiment abandonné connu sous le nom de Casa della Frienda, où se cachent des personnes dangereuses et des vandales. Le quartier de San Lorenzo, où se trouve le lieu, est connu pour ses légendes et ses histoires sombres. Desirée y était sur ordre de sa mère, qui insistait pour trouver une pilule perdue qui était supposément échangée contre des substances dangereuses. En visitant ce lieu lugubre, Antonello a vu un homme africain occupé à préparer une substance dangereuse. Soudain, un groupe de personnes les a rejoints, offrant une boisson à Desirée. Antonello, conscient du danger, a refusé et a tenté de persuader Desirée de suivre son exemple. Mais Desirée n'a pas écouté le conseil de son ami. Antonello, qui ne voulait pas rester dans ce lieu sinistre, l'a quitté accompagné d'étrangers. Cette nuit a été un tournant dans leur relation et dans sa vie future, et les événements qui se sont déroulés à la Casa della Frienda
ont laissé une impression indélébile dans la vie de Désiré. Tout a commencé quand un groupe d'hommes a offert à Désiré quelque chose qu'il prétendait être une boisson alcoolisée normale. En réalité, c'était un mélange de substances dangereuses et de boissons alcoolisées. Leur objectif était de la mettre dans un état de complète impuissance, ce qu'ils ont réussi à faire. Après avoir réalisé leur plan, ils ont emmené Désiré dans un conteneur abandonné, couvert de déchets et avec un matelas sale et vieux. Sur une période de plusieurs heures, elle a été soumise à une grave agression par 4 hommes. Tout cela s'est produit sous les yeux de plusieurs témoins présents sur les lieux. Lorsque l'un des auteurs a proposé d'appeler une ambulance étant donné l'état critique de Désiré, le chef du groupe a rejeté brutalement cette offre, disant qu'il préférait qu'elle meure plutôt que d'aller en prison pour les actes graves qu'il avait commis contre Désiré. Cette déclaration était suffisamment intimidante pour dissuader à la fois les complices et les témoins qui observèrent la scène à proximité. Selon des rapports récents, les hommes avaient utilisé des substances dangereuses pour laisser Désiré dans un état sans défense, et cela faisait partie de leur plan abominable. Les événements de cette terrible nuit ont laissé des traces indélébiles chez tous ceux qui ont été témoins de cette atrocité. La veille du fait, une femme de l'endroit, qui a préféré rester anonyme, a déclaré à la presse qu'elle avait vu Désiré dans un état critique. Elle s'est approchée d'elle, l'a couverte d'un drap et lui a donné de l'eau sucrée à boire, dans l'espoir de lui faire reprendre conscience. Cependant, lorsque les officiers sont arrivés sur les lieux, ils ne pouvaient plus l'aider. La situation a été compliquée par le fait que les résidents du quartier, principalement des personnes en situation difficile, n'étaient pas disposés à coopérer avec la police. Ils craignaient des représailles pour avoir dénoncé les personnes qui menaient des activités illégales. Cependant, quelques heures après la découverte, un Sénégalais vivant dans le quartier s'est présenté au poste de police. Il a déclaré qu'il était arrivé sur les lieux peu après minuit la nuit de l'incident et avait vu une personne désespérée à côté de Désiré. Son témoignage a constitué une preuve importante dans l'enquête sur cette affaire tragique. Au cours de l'enquête sur ce crime complexe, de sombres détails sur les derniers moments de la vie de Désiré ont été révélés. Selon les résultats de l'enquête officielle, Désiré a été victime d'un dangereux mélange de substances dangereuses. Cette conclusion du laboratoire a été confirmée par une analyse en laboratoire. De plus, il a été établi que Désiré avait temporairement ressenti une grande peur, probablement due aux actions violentes de ses agresseurs. Il l'aurait empêché de crier, en l'empêchant de hurler. Une femme qui avait assisté à l'incident a déclaré qu'environ 6 ou 7 personnes étaient présentes sur les lieux, dont des Africains et des Arabes. Elle a également affirmé qu'un groupe de 3 ou 4 hommes avait attaqué Désiré. Cette information effrayante a été un moment clé dans l'enquête, car elle a clarifié l'ampleur du crime auquel Désiré a été exposé dans les dernières heures de sa vie. L'enquête a révélé que plusieurs personnes avaient participé à l'agression. Les preuves médico-légales indiquent que Désiré n'avait très probablement pas eu de relations sexuelles avant l'incident. La cause de sa fin tragique a été une défaillance physique. Le tragique de cette histoire est que Désiré a tenté de se rétablir pendant environ 10 heures après l'incident. Elle aurait pu être sauvée si le médecin d'urgence avait été appelé à temps. Le dernier jour d'octobre de l'année 2018, des résidents et des jeunes de Cisterna di Latina se sont rassemblés pour dire adieu à Désiré. Ils se sont réunis à l'entrée de l'église, tenant des ballons roses et blancs en forme de cœurs et de fleurs. Pendant la cérémonie, accompagnée d'applaudissements et du crépitement de feux d'artifice, plusieurs jeunes ont lentement fait passer le cercueil blanc de Désiré par l'entrée de l'église. Ils ont déployé une grande banderole exigeant justice. Dans son discours pendant le service, le prêtre a appelé tous ceux qui sont chargés d'administrer les domaines publics de la vie, qu'ils soient grands ou petits, centraux ou périphériques, à être vigilants lorsque de tels incidents se produisent et à prendre des contre-mesures opportunes sans attendre que de tels incidents atteignent leur apogée et se répètent. Peu avant les funérailles, suite à des enquêtes et des témoignages, 2 ressortissants sénégalais ont été arrêtés. Mamadou Gara, 26 ans, et Brian Pinto,
43 ans. Tous deux se trouvaient illégalement dans le pays. Quelques heures plus tard, Ali Noshima, 46 ans, du Nigeria, qui résidait légalement à Rome avec un visa humanitaire, et Youssef Saliha, de Gambie, ont été arrêtés. Lors des arrestations, des substances et des matériaux dont la possession et la distribution sont interdites ont été trouvés. Les détenus ont été accusés d'une série de crimes graves, incluant la possession illégale et la distribution de substances dangereuses, ainsi que l'homicide intentionnel. La procureure Maria Paula Thomas-Saleh, qui a dirigé l'enquête criminelle, a décrit les accusés en termes durs comme étant impitoyables. Les résultats de laboratoire ont confirmé la présence de matériel génétique des 4 accusés sur Désiré, ses vêtements et sous ses ongles. Antonello, supposément le petit ami de Désiré, a été arrêté au cours des procédures du procès pour meurtre. Les preuves indiquant qu'Antonello a accompagné Désiré à l'endroit où le crime s'est produit peu après, le jour du crime. Il a également été découvert qu'Antonello avait aidé Désiré à acheter des substances dangereuses à plusieurs occasions et lui en avait même fourni lui-même dans le passé. Après plusieurs jours de délibération, la cour d'appel a changé sa décision dans l'affaire Ali Nujima. Il avait précédemment été acquitté de l'accusation de meurtre, car bien qu'il ait été impliqué dans l'incident, il n'avait rien donné à Désiré. Cependant, peu après, des tests ADN trouvés dans une bouteille d'une substance ont conduit à la réouverture de l'affaire, donnant un nouveau tournant à l'affaire. Il est important de mentionner que Youssef Saliha, l'un des accusés dans cette affaire, a engagé une procédure contre les parents de Désiré pour ne pas l'avoir correctement supervisé. Le 4 décembre 2019, le procès a eu lieu, impliquant 4 personnes. Le même jour, Saliha a retiré les accusations contre ses parents et a affirmé son innocence dans l'incident. Le 14 novembre, une audience judiciaire a eu lieu sur les lieux de l'incident, accompagnée par la police et des avocats. Cela était nécessaire pour comparer les témoignages des témoins à la situation réelle. En lien avec les témoignages des témoins, il convient de mentionner que les 4 témoins ont été brutalement attaqués. Cela a été fait pour les empêcher de témoigner en tant que témoins. Lors de l'audience tenue ce même jour, le procureur général adjoint a demandé la peine maximale pour les 4 accusés de prison à perpétuité avec 1 an d'isolement. Après presque 10 heures d'intenses délibérations qui se sont terminées le 19 juin 2021, le verdict a été annoncé par le 3e tribunal pénal de Rome. Les accusés Mamadou Gara et Youssef Saliha ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à perpétuité. Ali Noshima a été condamné à 27 ans et Brian Pinto à 24 ans et 6 mois de prison. Barbara Mariatini, la mère de Désiré, a exprimé sa déception quant à la décision du tribunal et a déclaré qu'elle s'attendait à 4 condamnations à perpétuité pour les accusés, ce qui, à son avis, aurait été une juste rétribution pour leurs actes. Malheureusement, le verdict final n'a pas satisfait son sens de la justice. Le destin personnel d'Antonello reste inconnu à ce jour, bien qu'on spécule qu'il a peut-être été libéré. Le crime a déclenché une vague d'indignation dans la société italienne. De nombreux Italiens ont exprimé leur indignation envers des personnes d'autres pays qui avaient un impact négatif sur l'économie et les services du pays, représentant une menace pour la population locale. En même temps, une autre partie de la société appelait à une approche plus raisonnable, soulignant qu'on ne devait pas tenir toutes les personnes d'autres pays responsables des crimes, car la plupart d'entre elles ne sont pas des criminels. Peu après ces événements, des troubles ont éclaté dans la communauté et des centaines de citoyens se sont rassemblés pour une grande manifestation. Ils ont défilé dans les rues qui passent près du bâtiment abandonné, devenu l'épicentre des crimes récents. Les manifestants ont souligné qu'ils militèrent depuis longtemps pour la fermeture du bâtiment afin d'empêcher qu'il ne devienne un refuge pour des personnes menant des activités illégales et d'autres malfaiteurs. Le quartier San Lorenzo, autrefois un lieu populaire pour les étudiants universitaires et une destination touristique prisée avec une célèbre scène bohème, est devenu une zone de danger. Les rues autrefois animées sont maintenant vides et les résidents préfèrent ne pas quitter leur maison pour ne pas être impliqués dans des incidents indésirables. Antonio Tajani, président du Parlement européen, a appelé dans une déclaration à ce que le cas de Désiré soit la dernière tragédie de ce genre sur le sol italien
se concentrant particulièrement sur Rome. Il a décrit la capitale comme une ville laissée à elle-même, dont les défis sociaux sont inacceptables, et a souligné la nécessité d'une présence policière accrue, notamment la nuit. En réponse à cet événement tragique, la maire de Rome a annoncé la décision des autorités de démolir le bâtiment où le crime a été commis, soulignant qu'en tant que femme, elle ne pouvait accepter de tels actes. En mémoire de Désirée, un banc rouge a été installé sur une place de Rome. Le jour de l'inauguration du banc, sa mère, présente à la cérémonie, a exprimé le souhait que le banc soit un lieu de réconfort et de refuge pour ceux qui ressentent la douleur et le malaise spirituel de la solitude. En examinant les détails des événements, il devient clair que beaucoup de ce qui aurait pu mal tourner a finalement eu lieu. La discorde dans la famille n'a été ni un soutien pour un esprit créatif et agité, ni une protection pour une personne physiquement limitée qui se sentait sans défense dans la société, mais a aggravé sa souffrance. Dans la maison où David Wiens vivait avec sa compagne, un événement regrettable s'est produit, dont il a lui-même fait part à des journalistes américains. J'ai essayé de l'étreindre en me tournant vers elle et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle était partie. Les pensées émergentes qu'elle pourrait être contrariée m'ont incité à me lever et à essayer de la joindre, mais quand je l'ai rencontrée, j'ai compris qu'elle ne pouvait pas me répondre. A commencé Vince, son récit. Il semblait qu'ils avaient une relation idyllique et une vie sans souci. Mais la suite de la description des événements a révélé que leur relation cachait beaucoup de secrets. Le 16 mars 1970 à Burlington, États-Unis, une personne nommée Dawn Mary Papineau est née dans la famille de Michael et Mary Ann Papineau. En plus d'elle, il y avait 3 autres frères et sœurs, David, Derek et Diana. Dawn est devenue une personne très sociable, trouvait toujours quelque chose à faire, aimait jouer à des jeux actifs en plein air et passer du temps avec des poupées. Dès son jeune âge, elle se distinguait par sa diligence et sa soif de connaissance, ce qui lui a permis de terminer l'école avec distinction et d'étudier dans une université catholique prestigieuse. Grâce à son ouverture et à son charisme, Dawn gagnait facilement l'amour et le respect des personnes qui l'entouraient. À 25 ans, ses chemins ont croisé ceux de David Wiens, un homme plus âgé qu'elle et qui était en plein divorce, ayant déjà 3 personnes issues de relations précédentes. Ces circonstances n'ont pas fait obstacle à une amitié naissante, qui s'est transformée avec le temps en une forte relation romantique. En 1997, après une longue attente pour la conclusion de la procédure de divorce de David, lui et sa bien-aimée ont enfin pu devenir officiellement mari et femme. Leur rêve commun de gérer leur propre entreprise les a amenés à déménager en Floride, où ils voulaient tenter leur chance dans le secteur de la restauration. Les familles des 2 époux avaient une relation merveilleuse. Les proches de Dawn ont accepté David comme un frère aîné, tandis que les proches de David ont rapidement aimé Dawn et l'ont ouvertement désigné comme une partie importante de la famille. Leurs liens familiaux ont été renforcés lorsque le frère de Dawn, propriétaire d'un restaurant, a offert à David le poste de gérant. Après que David ait travaillé un certain temps dans ce rôle, le frère lui a confié la direction complète de l'établissement. Mais bientôt, David a tourné son attention vers une autre activité, qui était certes beaucoup plus rentable, mais avait un caractère illégal. Sa nouvelle occupation était liée au commerce de gros de diverses marchandises en grande quantité, qui étaient donc considérées comme des substances interdites. Ainsi, le restaurant n'était plus qu'une façade, derrière laquelle se cachaient des revenus douteux provenant d'opérations illicites. En 2005, la chance a tourné contre David lorsqu'il a été arrêté. Dans une tentative de justification, il a expliqué que la raison de son entrée dans les affaires illégales était la nécessité de couvrir de nombreuses dépenses pour lesquelles les revenus du restaurant n'étaient manifestement pas suffisants. Il s'est avéré que l'arrestation de David n'était pas sa première rencontre avec la loi. Un enquêteur du district de Monty a partagé des informations sur le passé de David, précisant qu'il avait déjà été condamné en 1993 pour un délit similaire, bien avant que ses chemins ne croisent ceux de Dawn. En raison de sa nouvelle arrestation pour un délit similaire, les policiers se sont adressés à David pour lui demander de les aider à découvrir le groupe criminel auquel il appartenait.
L'enquêteur se souvient que David était une véritable aubaine pour la police, car non seulement il répondait promptement aux appels, mais il n'arrivait jamais en retard aux opérations prévues et faisait preuve d'une ponctualité exceptionnelle. Sa contribution à l'enquête policière lui a permis de conclure un accord avec la justice, dans le cadre duquel David a plaidé coupable et a été condamné à une peine de prison d'1 an seulement. Après sa libération de prison en 2008, David et Dawn ont décidé de laisser derrière eux leur difficile passé en Floride. Ils ont choisi la Californie pour un nouveau départ, où ils vivaient avec le rêve commun d'ouvrir leur propre restaurant. Ce rêve s'est bientôt devenu réalité lorsque David a ouvert un établissement où il travaillait comme chef cuisinier et gérant, tandis que Dawn accueillait les clients en tant qu'hôtesse chaleureuse. Sa manière amicale et accueillante a rapidement gagné les cœurs des visiteurs et même des employés des restaurants voisins qui ont alors recherché son amitié. Ensemble, ils ont commencé à élargir leur cercle d'amis, non seulement parmi les clients, mais aussi parmi les concurrents. Avec le temps, ils semblaient avoir réussi à reconstruire leur vie en Californie, laissant derrière eux les chapitres sombres du passé de David en Floride et recommençant tout à zéro. Lorsque le calendrier indiquait l'année 2009, Dawn a célébré son 39e anniversaire et se trouvait à un tournant d'autoréflexion sur les objectifs atteints et les ambitions non réalisées. Sa vision des réussites personnelles et des objectifs restants n'était pas totalement satisfaisante. Certains clients du café où elle travaillait mentionnaient en passant que Dawn s'accordait quelques bouteilles de bière pendant ses quarts de travail, ce qui pourrait indiquer des problèmes non résolus avec l'alcool et une insatisfaction personnelle. Malgré cela, elle ne perdait jamais sa capacité de travail et conservait sa convivialité habituelle. Sa relation avec David n'était manifestement pas au mieux, ce qui a incité Dawn à mettre de l'argent de côté. Cela a été déclenché par ses plaintes selon lesquelles David était trop contrôlant, notamment en matière financière. Le 18 octobre 2009, Dawn a disparu de son lieu de travail, ce qui a provoqué un léger froncement de sourcils parmi ses connaissances. Cependant, il semblait que son mari avait une explication pour cette situation. John Cocozé, le propriétaire d'un atelier de moto en face du café du couple, a été l'un des premiers à remarquer son absence. Dawn avait l'habitude de passer quotidiennement pour discuter, jouer avec son chien et discrètement laisser de l'argent chez lui, qu'elle cachait à son mari. Quelques jours après sa disparition, John a réalisé que quelque chose d'inhabituel avait dû se produire, car l'absence de Dawn de sa routine était inattendue pour lui. La fiabilité avait toujours été caractéristique d'elle. Elle venait même travailler quand elle était malade. Lorsqu'il a décidé de demander à David ce qui était arrivé à sa femme, John a rencontré une explication inattendue. David a affirmé avoir renvoyé Dawn pour détournement d'argent du café, et c'est pourquoi elle n'y apparaîtrait plus. De plus, il a dit qu'elle l'avait quitté après une dispute déclenchée par l'accusation de consommation d'alcool. Cette version des événements a semblé étrange à John, car bien qu'il ait vu Dawn occasionnellement profiter d'un verre supplémentaire lors de leur rencontre, il n'a jamais remarqué de signes d'abus graves. Il s'est avéré que la voiture de Dawn était toujours sur le parking à côté du café, ce qui semblait très inhabituel compte tenu de l'habitude californienne de parcourir des distances considérables en voiture. Dawn conduisait toujours sa voiture. Sans elle, elle n'allait nulle part. Les connaissances de John et Dawn ont également été surprises de voir que David avait si rapidement trouvé une nouvelle attention, la serveuse de 22 ans, Katie Calvan, qu'il a rapidement promue à un poste qu'occupait auparavant Dawn. En même temps, David a appelé sa fille Jackie pour l'aider au café. Jackie était heureuse de retrouver son père et sa belle-mère, mais a constaté que Dawn était absente. Lorsqu'elle a demandé où était Dawn, son père a répondu qu'il s'était disputé et que la femme était partie pour quelques jours. Au début, Jackie a cru son père, sachant que Dawn avait des problèmes d'alcool. Néanmoins, elle s'est rendue compte que Katie avait pris non seulement la place de Dawn dans l'entreprise, mais aussi dans la vie personnelle de son père. La situation dans laquelle David continuait à vivre comme si Dawn n'avait jamais existé dans sa vie semblait très étrange à Jackie. C'est pourquoi elle a décidé de demander à son père la vérité sur l'incident avec sa belle-mère. Jackie a été troublée par la réaction de David,
qui a raconté avec remords cette nuit où il avait involontairement commis un incident grave avec Dawn. Cette révélation l'a frappé de manière inattendue, surtout après avoir appris que le comportement de Dawn était devenu problématique en raison de ses dépendances. David a supplié Jackie de ne pas informer la police, car cela détruirait sa vie et il ne voulait pas aller en prison. Les larmes de son père l'ont tellement émue qu'elle a décidé de l'aider à garder ce secret. En assumant volontairement le rôle de complice, Jackie a pris le risque d'envoyer une série de messages au nom de Dawn à ses amis et à sa famille, espérant les convaincre qu'elle allait bien. Elle a utilisé le surnom de Dawn, Pixie, mais a commis une erreur cruciale en l'orthographiant incorrectement. Cette erreur a éveillé les soupçons des proches et des amis de Dawn, car il était atypique pour elle de mal écrire son surnom. Pendant ce temps, John, qui suivait les événements dans la maison de David à travers la fenêtre de son atelier, a observé Jackie ainsi que la nouvelle petite amie de David jeter des vêtements féminins. Parmi les objets, il a remarqué certains qui semblaient appartenir à Dawn. Malgré ses soupçons, il n'avait pas de preuves solides pour aller voir la police. Les jours ont passé et il est devenu de plus en plus difficile pour la famille de cacher la vérité. Au café, des connaissances et des membres de la famille de Dawn apparaissaient de plus en plus souvent, s'enquérant de son sort. Ils rejetaient les explications de David, se méfiaient des faux messages textes et exigeaient la vérité. La question de savoir si David avait demandé l'aide de la police n'a fait qu'intensifier leurs doutes lorsqu'il a nié. Par conséquent, les proches de Dawn ont décidé d'appeler eux-mêmes la police, ce qui a conduit à un interrogatoire de David par un enquêteur. L'équipe d'enquête était particulièrement intéressée de savoir pourquoi la famille et les amis cherchaient si obstinément la disparue, ce qui l'avait poussée à disparaître et pourquoi David n'avait montré aucune initiative pour la rechercher. David a répété son explication précédente, affirmant que Dawn l'avait quitté après qu'il lui ait suggéré de commencer un traitement pour sa dépendance, ce qui n'a fait que confirmer les soupçons des enquêteurs quant à son indifférence. Il était assez intéressant d'observer que dans les vitrines des magasins à proximité, on pouvait voir des annonces de recherche pour Dawn. Mais dans le café appartenant à David, un tel prospectus manquait. Ce fait a amené les autorités à envisager la possibilité que David retienne des informations sur lesquelles il préférait garder le silence. Lorsque le journaliste Larry Altman, qui suivait les activités de la police locale, est tombé sur la nouvelle de la disparition de la femme, il a décidé d'écrire un article pour soutenir sa famille et son mari inquiet, qu'il croyait sincèrement préoccupé. Pour créer un reportage captivant, Larry a visité la maison de David pour l'interviewer. L'objectif de la visite était d'obtenir des informations aussi détaillées que possible sur Dawn afin de créer un profil complet d'elle, d'éveiller l'empathie chez les lecteurs et de soutenir la recherche. Cependant, la visite n'a pas produit les résultats escomptés. David s'en est tenu à son histoire et a informé Larry qu'il n'avait plus d'informations sur elle depuis une dispute survenue lorsqu'il avait suggéré à Dawn de suivre une thérapie pour ses dépendances. Aux questions de savoir s'il manquait sa femme, s'il la voulait de retour ou s'il l'aimait, David a répondu qu'il espérait seulement son bien-être et qu'il avait effectivement eu des sentiments pour elle dans le passé. Ce qui a été particulièrement intéressant pour Larry, c'est que David parlait de sa femme disparue au passé, ce qui l'a amené à penser que l'homme cachait peut-être certains faits. Par conséquent, le journaliste a décidé d'examiner de plus près le passé de David et a bientôt découvert des détails inconnus sur la vie de David en Floride, des informations qui n'étaient là pas connues en Californie. Dawn et David n'avaient pas partagé leur vie antérieure avec de nouvelles connaissances, espérant que l'histoire de leur déménagement serait vue comme une tentative de commencer avec une ardoise propre, et inquiets que les gens puissent juger David prématurément sans vraiment le connaître. Larry avait une base solide pour son article, mais continuait à chercher la clé pour compléter son enquête, car il devait encore découvrir le point tournant définitif dans l'histoire. Tandis que Larry s'enfonçait dans les détails de son enquête, les enquêteurs ne sont pas restés inactifs et ont mené leurs propres investigations. Ils s'intéressaient à ce que Dawn avait fait après sa dernière rencontre avec des amis et des proches. L'absence de toute activité sur son téléphone portable, ses cartes de crédit et ses comptes bancaires n'a fait qu'ajouter plus de mystère à l'ensemble. À ce moment-là, un détail fascinant est apparu.
Plusieurs amis ont affirmé avoir reçu des messages d'elle dans lesquels Dawn assurait qu'elle allait bien et qu'elle s'était retirée pendant un moment pour réfléchir à ses affaires, promettant de les contacter plus tard. Elle a également mentionné qu'elle se trouvait en Floride. Cependant, l'orthographe incorrecte du surnom de Dawn a éveillé leurs inquiétudes, car de telles erreurs étaient atypiques dans leur longue amitié. Ce détail a poussé les autorités à suivre les traces numériques laissées par l'appareil de Dawn pour découvrir depuis quelle station de base les messages avaient été envoyés. Les résultats de l'enquête ont montré que le téléphone portable n'était pas situé en Floride, mais en Californie, ce qui rendait les circonstances encore plus déroutantes et soulevait de nouvelles questions dans une affaire déjà mystérieuse. La situation complexe dans laquelle David s'est retrouvé a commencé par une série de messages textes trompeurs et a souligné les risques liés à la technologie pour ceux qui l'utilisent à des fins malhonnêtes. Il est important de souligner que la réalisation d'une enquête approfondie a pris beaucoup de temps et toutes les mesures ont été menées avec une extrême prudence pour que David ne soupçonne pas qu'il était le principal suspect dans cet incident. En octobre 2010, les enquêteurs avaient l'intention d'avoir une conversation avec David et se sont rendus à sa résidence avec Dawn, mais ont découvert qu'il n'y habitait plus. Après avoir obtenu un mandat judiciaire, ils sont entrés dans la maison à la recherche d'indices importants et ont découvert des traces qui indiquaient d'anciennes preuves tant dans la chambre que dans une autre pièce. Ces découvertes ont conduit à ce que l'enquête passe de la recherche d'une personne à l'investigation d'un incident grave avec Dawn. En conséquence, les affiches avec l'image de Dawn, qui avaient été précédemment accrochées dans toute la ville, ont été remplacées par des annonces demandant de l'aide pour trouver le responsable. Parallèlement, des échantillons de preuves trouvés dans leur appartement commun ont été envoyés à un laboratoire pour analyse d'ADN, mais les résultats de l'analyse ont été retardés. Après avoir découvert de nouvelles annonces, David s'est immédiatement adressé à la police et a insisté pour qu'ils arrêtent la recherche, car Dawn, selon lui, allait bien. Il a affirmé avoir reçu un appel d'elle lui assurant qu'elle allait bien et qu'elle ne voulait plus le voir. Cependant, la police n'a pas cru ses paroles et n'avait pas l'intention d'arrêter l'enquête uniquement sur la base de ses déclarations, car David comptait parmi les principaux suspects, bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes contre lui. Les résultats de l'analyse ADN n'ont pas non plus clarifié la situation, car ils n'ont pas donné de réponse claire à la question de l'origine des échantillons. Avec le temps, il semblait que David pourrait échapper à la justice. Jusqu'en février 2011, il a profité de la vie avec sa nouvelle compagne Katie, croyant avoir échappé aux poursuites judiciaires. Néanmoins, le sergent Rich Garcia du département du shérif de Los Angeles était fermement convaincu que David était coupable et cherchait inlassablement des preuves suffisantes pour porter l'affaire devant les tribunaux. Dans ses efforts, Garcia a eu recours à l'écoute du téléphone de David et a poursuivi l'enquête. Cependant, l'absence de preuves concrètes constituait un obstacle majeur, et les enquêteurs étaient de plus en plus convaincus qu'une confession de David était nécessaire. Dans ce contexte, le sergent a décidé de faire appel à l'aide de la presse en donnant à un journaliste des indices sur des preuves trouvées lors d'une perquisition dans l'ancien appartement de David, suggérant qu'elles étaient significatives, alors qu'en réalité, elles étaient trop anciennes et inutilisables pour être utilisées au tribunal, ce qui exerçait une pression supplémentaire sur le suspect. En raison de soupçons selon lesquels elle connaissait des détails clés sur l'incident, le sergent a chargé une paire d'enquêteurs de parler avec Jackie, sa fille, qui vivait à cette époque en Caroline du Sud. Plusieurs tentatives de la police pour entrer en contact avec elle n'ont pas abouti car Jackie refusait systématiquement toute communication. Même son petit ami soupçonnait qu'elle cachait quelque chose et a fait part de ses préoccupations aux enquêteurs. Sous la pression des autorités et de son bien-aimé, Jackie a finalement accepté un interrogatoire et est apparue au poste de police, où elle a rapidement commencé à divulguer des informations. Elle a confirmé qu'elle était au courant de l'incident grave commis par son père, mais a affirmé qu'il s'agissait d'un accident. Jackie a également admis être l'auteur des messages textes envoyés pour soutenir son père, qui, selon son témoignage, se trouvait dans une situation extrême. Elle a déclaré que la nuit de l'incident, il y avait eu une conversation sérieuse entre son père et Dawn au sujet de ses mauvaises habitudes.
Les désaccords entre les époux ont escaladé jusqu'à atteindre un point culminant. David a informé Jackie qu'à un moment donné, il avait perdu son sang-froid. Il a dit avoir laissé Dawn dans un état d'agitation, espérant qu'elle se calmerait et s'être retiré dans une autre pièce avec l'intention d'y retourner après un moment, mais il s'était endormi et ne s'était réveillé qu'à l'aube. Lorsqu'il est revenu, il ne pouvait plus changer la situation. Lorsque Jackie s'est confié aux enquêteurs, ils lui ont demandé d'appeler son père et de lui raconter ce qui s'était passé, dans l'espoir de l'amener à confesser. À la demande de la police, Jackie a contacté David, mais il n'a pas cédé à la provocation. Il lui a conseillé d'engager un avocat et de ne plus faire de déclaration, montrant ainsi sa prudence. Pendant ce temps, Larry a utilisé des informations des enquêteurs pour publier un article montrant les progrès dans l'affaire contre David, et au matin du 23 février 2011, celui-ci ornait la première page de la presse locale. Lorsque David a vu l'article de Larry, il a senti sa résistance faiblir. Il a partagé ses pensées avec Cathy et a exprimé ses regrets pour ce qui s'était passé, avec l'intention de ne vouloir de mal à personne. En révélant ses sentiments, il a exprimé son incertitude quant à la suite des événements et s'est dirigé vers sa voiture. Cathy l'a suivi, déterminée à ne pas le laisser seul dans ce moment difficile. Quelques secondes plus tard, David a démarré la voiture et est parti. Bien que la police le considérait comme suspect, il n'avait pas à ce moment-là suffisamment de preuves pour l'arrêter. Les enquêteurs le gardaient à l'œil, mais n'avaient rien pour le mettre derrière les barreaux. En poursuivant David, la police a rapidement repéré sa voiture qui se dirigeait vers une falaise rocheuse où se trouvait également Katie. Ils ont été immédiatement encerclés par la police, qui leur a donné des instructions pour garder leur calme. Mais David, ignorant les demandes, se dirigeait vers le bord de la falaise. La hauteur de la falaise était de 30 mètres, suite à quoi il a été transporté d'urgence par hélicoptère à l'établissement médical le plus proche. Après quelques jours dans le coma, son état s'est finalement stabilisé et il attendait d'être interrogé en relation avec la disparition de Dawn. Début mars, les enquêteurs ont enregistré sa déclaration, qui correspondait à celle de sa fille Jackie. Mais lorsque des questions sur les preuves ont été soulevées le lendemain, il s'est mis à hésiter. Une semaine et demie plus tard, David a contacté le sergent pour révéler l'emplacement de Dawn. Lors de l'interrogatoire enregistré, il a avoué avoir éliminé les preuves d'une manière qui les rendait introuvables, ce qui expliquait pourquoi elles étaient introuvables pour la police. Avec ses confessions, il s'est présenté devant le grand jury, accusé d'un incident grave avec Dawn. La saga du procès a commencé en mars 2011 avec des audiences préliminaires, mais ce n'est qu'en 2012 que le procès a pris de l'ampleur. La confrontation dans la salle d'audience s'est intensifiée lorsque l'accusation s'est retrouvée sans preuve décisive. Une attention particulière a été accordée au témoignage de Jackie, la fille de David, qui est devenue le principal témoin de l'accusation. Elle a rapporté le moment où son père lui a confié les secrets de son acte. La défense, cependant, a remis en question la crédibilité de ses paroles, soulignant que Jackie était sous l'influence de l'alcool au moment de la confession, ce qui pourrait brouiller ses souvenirs. Très significative était l'apparition de David au tribunal dans un fauteuil roulant, conséquence d'un incident sur le rocher qui l'a physiquement limité. Comme preuve importante, l'accusation a présenté les déclarations de David qu'il a faites à un sergent, dans lesquelles il décrivait les détails de cette nuit-là et les méthodes qu'il a utilisées pour tenter d'effacer les traces de l'acte. Ces enregistrements audio ont permis au jury d'entendre tous les détails de l'événement de première main. Finalement, David a été reconnu coupable de l'incident involontaire et la sentence a été prononcée. 6 mois après le verdict, David s'est vu imposer la peine maximale possible avec la possibilité d'une libération anticipée après 15 ans d'emprisonnement. Selon les dernières informations disponibles, David continue de purger sa peine jusqu'en 2024.